Bonjour et bienvenue au livre audio de Ni vous sans moi, ni moi sans vous de Daniel Mativa, narraté par moi, le magnifique, Hugo Berthiaume. Chapitre 2, le Morholt d'Irlande. Un matin, Tristan fut réveillé par un grand brouhaha. Tout le palais du roi Marc semblait en pleine révolution. Les gardes couraient en tous sens. Les dames d'honneur pleuraient dans les bras l'une de l'autre. Elle attrapa par la manche une jeune page qui s'enfuyait. Que se passe-t-il? C'est le Morholt. Il entre dans le port. Tristan s'approcha au créneau de la plus haute tour et découvrit effectivement qu'une flotte imposante avait jeté l'ancre devant Tintagel. Le plus gros des navires portait à son mât l'étendard vert d'Irlande. Il alla donc s'informer auprès du roi de la signification de ce grand déploiement de force. S'agissait-il d'une simple ambassade? Une guerre se préparait-elle? Il trouva le roi Marc effondré sur son trône. Il lui demanda les causes de toute cette agitation et pourquoi il avait l'air si affligé. Le roi soupira. C'est à cause du Morholt et du tribut d'Irlande. Comme Tristan ne semblait pas comprendre, il lui expliquait qu'à la suite d'une guerre désastreuse, au cours de laquelle avait péri la fine fleur des chevaliers de Cornouailles, le pays devait verser chaque printemps une lourde rançon au roi d'Irlande. Cela durait depuis 4 ans. La première année, le tribut exigé avait été de 300 livres de cuivre. L'année suivante, de 300 livres d'argent. La troisième, de 300 livres d'or. Et maintenant, l'envoyé de l'Irlandais exigeait rien de moins que 300 jeunes garçons de 15 ans et autant de pucelles destinées à servir comme esclaves. Tristan dina. « Mais sire, pourquoi accepter pareille humiliation? Il faut incendier cette flotte, chasser celle-là des mers et retourner ce messager pieds nus et en chemise. » Le roi Marc hocha de la tête et mit ses mains sur les épaules du jeune homme. « J'admire ton courage, mon enfant. Seulement, tu n'as pas encore vu cet Irlandais de malheur, le terrible Morholt. Il est de taille géantine. Tiens d'ailleurs, tu vas tout comprendre, car le voici! » On vit alors les portes du palais s'ouvrir avec fracas et entrer un géant si incroyablement grand que sa tignasse rouge feu touchait les poutres du plafond. Ce Goliath hirsute, vêtu de peau de loup, avait la poitrine recouverte d'une cuirasse à écailles de bronze et l'épée qui pendait à ses côtés avait à elle seule la taille d'un homme. Il croisa les bras dans une attitude de provocation étonnante. « Roi Marc, au nom de mon beau-frère, le roi Gormont, je viens chercher ce que nous est dû. Tu connais nos conditions. Toutefois, si quelques braves parmi tes gens osent m'affronter en combat singulier pour effacer ta dette, qu'ils s'avancent. Alors, qui veut se battre pour libérer sa terre? » Les géants jetaient un regard méprisant autour de lui. Les barons de Cornouailles baissèrent la tête, honteux. Le Morholt éclata de rire. Il réitira son offre en ôtant son gant et en le tendant à la ronde. « Allons, cessez de trembler comme les petits oiseaux enfermés dans une cage d'un garfou. Quoi? Pas un seul homme pour tirer l'épée contre moi? » Tristan, qui juste là, s'était contenté d'observer la scène en silence, dévisagea un à un tous les chevaliers et les nobles seigneurs qui entouraient le roi. Nul le broncha. Alors, le géant jeta son gant à terre et reprit la parole une troisième fois, crachant avec dédain. « Puisqu'il est ainsi, bande de couards, demain dès l'aube, je veux voir vos 300 gamins et vos 300 fillettes enchaînées, prêtes à embarquer. Les garçons seront adoptés, vos filles seront livrées au bon plaisir des seigneurs irlandais. Mouah! » À ces mots, Tristan, incapable de retenir plus longtemps sa rage, bondit et ramassa le gant de Morholt. « Moi, je te défie, tu me ne ferais pas peur, l'Irlandais. » Un murmure de surprise parcourut l'assistance. Le géant hésita un instant et fit mine de tourner le talon. « Voilà donc le seul preux de ce pays, un manant, un simple ménestrel. Honte à vous, noble seigneur. » Mais Tristan, bouillant de colère, reprit plus haut et plus fort. « Ne m'insultez pas un peu davantage, je suis aussi noble sang que toi. Mon vrai nom est Tristan de Lounois. Je suis le fils de Rivolène et de la princesse Blanchefleur. En voici la preuve. » Et Tristan attendit au roi le fermail de sa mère, que Gorneval lui avait remis juste avant de mourir. À ces mots, le roi se leva d'un bond de son trône et prit le joyeux qu'elle examina longuement, puis il s'écria tout ému.
Le fils de Blanchefleur, oui, oui, je reconnais ces bijoux, tu es bien mon neveu. Mais leur Morholt coupa court aux effusions de tendresse. Il grogna, agacé. Tu es trop jeune, je ne m'abats pas avec les enfants, tu n'es même pas chevalier, ton vainque n'apportera ni gloire ni renom. Tristan se raidit de nouveau sous l'affront et rétorqua. J'ai 15 ans, je suis en âge de porter les armes. Il ne tient qu'au roi, qu'il m'arme chevalier et fasse de moi son champion. Désespéré, le roi Marc se tourna vers ses gens montrant Tristan. Mais Seigneur, il y a donc parmi nous nul cœur vaillant pour sauver l'honneur de Cornouailles. Allez-vous les laisser mourir? Personne ne répondit. Alors, le roi Marc soupira. Eh bien, qu'il en soit ainsi, Tristan, demain je t'abouderai chevalier. Ainsi, le soir même, Tristan se préparait à recevoir les éperons d'or. Les servantes le baignèrent et l'oguinirent d'huile parfumée. Il se recueillit une partie de la nuit dans la chapelle du château et passe l'autre étendu nu sur sa couche, les bras en croix. Ensuite, au matin, vêtu de rouge, il génuflexa devant le roi Marc, qui le frappera 3 fois du plat de son épée et lui donna l'accolade devant toute la cour. Elle se releva ensuite et, les mains levées comme s'il priait, il attendit qu'on lui fixât ses éperons et qu'on lui ceignît le bras offert par son oncle, une arme magnifique, forgée par un forgeron célèbre et qui avait appartenu à un ancien roi de Cornouailles. La cérémonie accomplie, Tristan ne perdit pas un instant. Il enfourcha le splendide destrier blanc, également offert par le roi, et gagna à bride abattue l'endroit convenu pour le combat. Celui-ci devait avoir lieu sur un îlot rocheux au large de la côte. Tristan fit donc monter son cheval à bord d'une barque et hissa la voile, sans se soucier des hurrahs et des cris sauvages provenant des navires irlandais qui, de leur côté, saluaient le départ de leur chef, le terrible Morholt. La traversée ne prit pas plus qu'une demi-heure. Arrivé non loin de l'île, Tristan poussa son cheval à l'eau et le força à nager jusqu'à la grève. Il sauta lui-même à la mer sans se soucier de l'esquif qui l'avait transporté et qui l'a laissé à la dérive. Le Morholt, lui qui venait lui aussi d'accoster et avait pris soin de tirer son bateau sur la plage, s'étonna de ce geste. « Tu es fou, rattrape ta barque! Sitôt, comment feras-tu pour retourner sur la terre ferme? » Tout en bouclant le ceinturon de son épée, Tristan haussa les épaules. « Comme de toute manière, l'un de nous doit mourir dans l'heure qui suit. Une seule barque suffit. » Le géant Provencelance prit soudain de respect pour un adversaire affichant un tel sang-froid et une telle détermination. Tristan, quant à lui, toujours aussi posément, dégaina son épée, la planta en terre et se recueillit à genoux un court moment. Sa prière terminée, il se releva, épousseta son surcot et récupéra son épée dont il baisa le pommeau. « Je suis prêt, allons-y, finissons-en !» Le géant, faute de cheval à sa taille, combattant à pied, recula à l'extrémité de l'île, brandissant une énorme masse d'armes. De ce côté, Tristan se mit en place, puis, lance baissée, il éperonna son cheval. Le choc fut terrible. La lance de Tristan frappa le Morholt en pleine poitrine, sans même réussir à faire bouger le colosse. Ce fut la hampe de l'arme qui vola en 1000 éclats. Tristan fit demi-tour et talonna de nouveau sa monture qui, en secouant sa crinière, chargea au triple galop. Cette fois, le chevalier ne put éviter la terrible massue du géant qui, en s'abattant, brisa les reins de son cheval, lui arracha son écu, lui enfonça le casque et lui déchira une partie du haubert. Aveuglé par le sang qui ruissellait sur son visage, Tristan chancela tout en faisant des efforts désespérés pour se dégager de tout son cheval abattu. Dès qu'il réussit à se libérer, il saisit son épée à 2 mains et se mit à cogner sur le géant avec une telle violence que bientôt ce dernier pissa le sang par 20 blessures. Ébranlé, le Morholt tenta bien de lever sa masse une nouvelle fois, mais il rata sa cible et l'engin de mort se brisa sur un rocher. Avec un rugissement de colère, il empoigna à son tour son épée. Le combat devint plus âpre et plus confus.
Elle se transforma en un formidable corps à corps ponctué par des hurlements furieux et les ah-ah des deux duellistes. L'un avait la force brute, l'autre la fougue et l'agilité de la jeunesse. La lutte s'éternisait. Blessé à la hanche, sa côte de main rougissant, Tristan sentait malgré tout l'épuisement le gagner. Son épée lui semblait de plus en plus lourde à lever. Un voile noir lui obscurissait la vue. Nul doute que, si le combat se prolongeait encore bien longtemps, il allait succomber. Alors, rassembla toute son énergie, il férit de son épée avec tant de rudesse sur l'aume du Morholt que celle-ci s'ébrécha. Mais la lame était bien trempée. Elle ne cassa donc point et s'enfonça si avant qu'elle ouvrit le crâne de l'Irlandais jusqu'au nez. Sous le choc, le géant resta debout, les yeux exorbités. Puis il fut saisi de tremblements convulsifs. Il bascula en arrière. Mort. Pendant tout ce temps, sur la rive et les remparts de Tintagel, on avait suivi de loin les péripéties de l'affrontement. On ne voyait pas grand-chose, mais on entendait tout, les hurlements des combattants et le heurt de leurs armes qui parfois illuminaient les ciels de brefs éclairs. Sur leurs longues nefs, les Irlandais riaient et vidaient leurs cornes à boire en chantant d'avance leur victoire. Les cornouailleux serrés autour de leur roi tremblaient et s'attendaient au pire. Soudain, le vent cessa de protéger le moindre but en provenance de l'île et, sur les navires comme sur la rive, un géant silence se fit. Les yeux de tous se mirent à scruter la mer. Il y avait de la brume et l'attente devint très vite insupportable. Tout à coup, un cri retint. « Une voile à l'horizon! C'est celle de Morholt! » lança quelqu'un. Aussitôt, du côté irlandais, s'éleva une immense clameur de joie à laquelle répondirent les pleurs et les lamentations des gens de Cornouailles. Le plus triste, évidemment, était le roi Marc, qui, en signe de deuil, avait remonté un pan de son manteau sur son visage afin de cacher ses larmes. La barque du vainqueur finit par sortir du brouillard ouaté. Une silhouette se tenait à la proue, cheveux au vent. Elle brandissait 2 épées sanglantes en geste de victoire. Un murmure de tonnerre parcourut les 2 camps. « C'est le bateau de l'Irlandais » souffla une voix. « Mais ce n'est pas l'Irlandais. C'est Tristan » reprit une voix triomphante qui se perdut dans un tonnerre d'acclamations. « Tristan, Tristan, Tristan » La joie était telle que des jeunes gens se jetèrent à l'eau et nagèrent à la rencontre du héros, qui, dès qu'il débarqua, fut entouré par une foule de pucelles et de mères qui se disputaient pour le toucher et se jetaient à terre devant lui pour lui baiser les pieds. À son tour, le roi Marc vint donner l'accolade à son neveu et ordonna immédiatement qu'on fît venir une délégation d'Irlandais à laquelle on remit le cadavre sanglant de Morholt. 4 d'entre eux allèrent chercher la dépouille de leur chef que Tristan avait ramené au fond de sa barque. Ils la cousirent dans une peau de cerf et, sans un mot, l'emportèrent sur leur épaule. Quand le cortège funèbre passa devant lui, Tristan adressa au porteur. « Vous direz à votre roi que désormais ce pays a payé sa dette. Vous n'aurez pas nos filles, ni nos garçons, ni la moindre once de métal précieux. Le dernier morceau dont nous vous faisons volontiers cadeau est effoncé dans sa taille de cet homme. C'est un éclat de mon épée. » Humiliés, les Irlandais inclinèrent la tête et, sous les huées, ils rejoignirent leur navire pavillon en berne. 1 heure plus tard, leur flotte avait disparu. C'est seulement à ce moment-là qu'on s'aperçut que Tristan n'était pas sorti indemne de combat et qu'il était très sérieusement navré. Le chevalier qui, jusqu'à présent, n'avait pas quitté sa pose altière, porta soudain la main à son front. Le roi Marc, voyant que son neveu allait s'évanouir, le soutint et vit qu'il saignait abondamment. Il fit porter Tristan dans sa chambre et pressa les servantes de le dévêtir. Sous son aubert démaillé et sa chemise de lin, il avait du flanc droit une large blessure par laquelle la vie s'échappait à gros bouillons. Dans les jours qui suivent, l'état de santé de Tristan ne s'améliora guère. Les mires les plus savantes du royaume, après l'avoir examiné, en vinrent à penser que la masse d'armes et la pointe de l'épée du Morholt avaient sans doute été enduites de poison. Ils discutèrent en latin, se chicanèrent, saignèrent le malade, pour finalement remettre son sort entre les mains du Tout-Puissant. Toujours est-il qu'au bout d'une semaine,
La plaie commença à s'infecter, à suppurer. Elle noircit, dégageant bientôt une abominable odeur de charogne qui réputa jusqu'au domestique chargé de veiller le chevalier. Tristan avait parfaitement confiance qu'il pourrissait vivant et qu'il n'allait pas tarder à remettre son âme à Dieu. Il fit donc commander le roi Marc pour lui demander une ultime faveur. « Mon oncle, je vais mourir. Plaise à vous, je ne veux pas finir mes jours entre ces 4 tristes murs, au milieu des pleurs et dans cette puanteur. Faites-moi porter au bord de la mer et mettez-moi dans un batel. Placez à mes côtés ma harpe, entassez-vous autour de moi des fagots et mettez-y le feu, afin de m'abandonner au gré des flots. Ainsi irai-je rejoindre plus rapidement ma mère et mon père au bienheureux royaume des morts. » À regret, le roi acquiesça. Mais quand le moment fut venu, il ne se résolut pas à incendier l'embarcation et se contenta de la faire pousser en haute mer, où les courants l'emportèrent. Pendant 7 jours et 7 nuits, le fragile esquif, sans voile ni rame, erra sur l'océan. Au 8e jour, Tristan, qui, depuis le début de sa navigation, était plongé dans un profond coma, reprit peu à peu ses esprits. La mer était calme et berçante. Des oiseaux blancs tournoyaient au-dessus de lui. Elle ne souffrait pas. Elle ne savait plus s'il rêvait ou s'il était déjà mort. Alors, il entonna une chanson triste qui, en s'accompagnant de sa harpe, une sorte de chant funèbre si beau que Dieu et ses anges durent l'entendre et firent tomber une pluie rafraîchissante. C'est du moins ce crurent les pêcheurs qui avaient jeté leurs filets non loin de là. Ces humbles travailleurs de la mer furent donc très étonnés quand ils aperçurent que cette musique ne venait pas des régions célestes, mais d'un être humain, naufragé à demi mourant. Persuadés que cette rencontre était due à quelque prodige, les braves pêcheurs écueillèrent Tristan. Une terre fut bientôt en vue. Tristan demanda faiblement « Quelle est cette contrée ?» Un matelot, occupé à réduire la grande voile, lui répondèrent avec sa parladure « Messire, ces vertes collines sont celles d'Irlande. » À ces mots, Tristan tenta de se relever et ne put réprimer un frisson. Il retomba, découragé, sur les cortages qui lui tenaient lieu de grabat. « Est-il mort ?» s'inquiéta un des hommes d'équipage. « Non, je ne le crois pas, » rassura celui qui tenait le gouvernail. « Il est juste tombé en pâmoison. » Une semaine s'écoula. Le mal de Tristan s'aggrava encore davantage. Transporté dans la cabane d'un des pêcheurs qui l'avait sauvé, il agonisait. Le poison avait sournoisement continué son œuvre de mort et tout le corps du malheureux avait enflé au point de le rendre méconnaissable. Dans le hameau, la nouvelle s'était vite répandue et régulièrement, des femmes entraient voir le malade qui dépérissait chaque jour un peu plus. Plusieurs se voilaient la face avec horreur et se signaient en le voyant. De quel mal incurable pouvait bien être atteint ce mystérieux étranger? Une commère avait déjà laissé entendre qu'il pourrait s'agir de la peste, et nombreux étaient ceux qui voulaient se débarrasser au plus tôt de cet hôte encombrant. Heureusement, ces derniers n'eurent pas à mettre leur funeste projet à exécution, car, un matin, une brillante cavalcade de seigneurs fit son entrée dans le village, précédée d'une dizaine de veneurs et d'une meute bruyante de brachets et de lévriers. C'était le roi Gormont et sa suite qui chassaient le daim dans la forêt voisine. Le roi mit pied à terre et réclama à boire. Un des manants, qui s'était attroupé sur la place du village, lui apporta un gobelet d'hydromel, et pendant qu'il se désaltérait à longs traits, un autre des vilains de l'endroit lui apprit la présence de Tristan, lui conta par la même occasion les étranges circonstances de sa découverte au milieu de l'océan. Intrigué, le roi fit se conduire auprès de cet étranger tombé du ciel. À la vue de la côte brodée dont était revêtu Tristan et du fermail précieux qui retenait son mantel, elle sut d'emblée qu'il avait affaire à un homme de noble lignée. Les lois de l'hospitalité exigeaient qu'il portait secours à cet inconnu. Il ordonna aussitôt qu'on transporte le blessé à son palais de Weisfort et qu'on le confie aux bons soins de sa nièce, Iseult la blonde. À 16 ans, Iseult était la plus belle femme de la terre. Des cheveux blonds, pareils à des rayons de soleil, qui lui descendaient jusqu'aux hanches, des yeux bleus,
limpides comme un ciel d'été, et 2 petits seins comme des pommes de l'arbre du paradis. On la disait magicienne, comme sa défunte mère, de qui elle avait appris le secret des herbes qui guérissaient et de celles qui font perdre la raison. Elle seule pouvait sauver Tristan ou le perdre, car on redoutait aussi son caractère indomptable, hérité de son père, le Morholt, qu'elle s'apprêtait justement à enterrer, et qu'elle avait juré de venger en retrouvant par tous les moyens son meurtrier, un jeune chevalier de la cour du roi Marc. Sans le savoir, Tristan était donc en grand danger, danger qui ne tarda pas à se manifester dès sa première rencontre avec la belle Iseult. En effet, quand on emportait Tristan à la princesse, celle-ci était en prière devant le cadavre de son père, qu'elle avait elle-même lavé et embaumé. Or, lorsque la civière sur laquelle était couché Tristan passait devant la chambre où reposait le Morholt, il se produisit un événement qui ne manqua pas de troubler tous les témoins de la scène. Les blessures du géant mort se remirent à saigner en abondance. C'est un signe, avertit Iseult en se levant brusquement. Cela veut dire que l'assassin de mon père est ici. Bien entendu, tous les barons présents protestèrent de leur innocence, et, vu de son triste état, nul ne songeait à écouter l'étranger venu de la mer. Iseult se contenta d'éponger le sang qui coulait sur le visage de son père. Et c'est alors qu'en nettoyant la grande entaille qui séparait presque en deux le crâne de Morholt, elle remarqua un petit bout de métal fiché au milieu des os broyés. Elle alla chercher des tenailles et entreprit de l'extraire. C'était un éclat d'épée. Elle tint un moment cette macabre réplique entre ses doigts, puis elle le plaça dans un petit coffre d'ivoire où elle rangeait ses bijoux les plus précieux. Une fois son père enterré, Iseult vint examiner le blessé qu'on lui avait confié le lendemain dès l'aube. Elle alla dans la forêt cueillir des plantes dont elle avait besoin. À l'aide de ces dernières, elle confectionna un onguent dont elle enduisait le corps nu de Tristan. Ensuite, nuit et jour, elle veilla à côté du lit, comme si l'inguérissable chagrin qu'elle éprouvait depuis la mort de son père avait redoublé son désir d'arracher l'homme qu'elle soignait des griffes de la mort. Au bout d'un mois, ses remèdes, filtres, tisanes et thériaques commencèrent à agir. Comme des fruits trop mûrs, un à un, les bubons répugnants qui déformaient le corps de Tristan s'éclatèrent et Iseult, pour hâter encore la guérison, perça ceux qui restaient à la pointe d'un poignard. Un jus noirâtre et nauséabond en sortit. Dès lors, Tristan se mit à récupérer tellement vite, au point où Iseult elle-même s'émerveilla même d'une telle métamorphose. Sous ses yeux, le moribond pourrissait devint, en effet, un jeune homme aux formes parfaites dont elle ne laissait pas admirer les courbes et les muscles à la lueur tremblante des chandelles. Lorsque Tristan retrouva l'usage de la parole, le roi d'Irlande vint lui rendre visite et lui demanda qui il était. Tristan mentit avec aplomb. « Mon nom est Tantris, je viens du pays des Logres, et je suis un des hommes féaux du roi Arthur. J'ai accompagné une grande dame de la cour d'Espagne quand notre navire a été attaqué. Tout périr, sauf moi et ma harpe. » Le roi ne voulut pas en savoir davantage, et lui offrit de demeurer à son palais le temps qui lui plairait. Tristan était bien conscient qu'il devait quitter la place sans tarder. Pourtant, il n'en fit rien. Au contraire, dans les jours qui suivent, on le vit partout en compagnie de la belle Iseult à rire, à jouer de l'harpe, à galoper sur la lande, et à parler plus tard dans la nuit devant la haute cheminée du château de Weisfort. Un soir même, sans qu'ils y prennent garde ni l'un ni l'autre, la main d'Iseult se retrouva dans celle de Tristan, et, n'eût été l'entrée soudaine du roi Gormont, leurs lèvres se seraient jointes, et peut-être auraient-ils poussé encore plus loin. Tristan jugea alors qu'il était temps de disparaître et que la tromperie avait assez duré. Il y allait de sa vie, il y allait de son honneur. Le lendemain matin, il avait quitté le palais et voguait vers la Cornouaille.